Bonus. Trax. Et vous avez vu, il participe à l'exposition des arts martiaux. Si ça se trouve, il va me montrer son kata secret, le dragon de la mort. Et moi, je lui montrerai mon kata secret, le kata secret. C'est accrocheur. Bonjour et bienvenue dans Tales from the Sewer pour ce 5e numéro consacré aujourd'hui aux origines des Tortues Ninja. Et oui, encore. Mais pas les mêmes origines que la dernière fois, les origines comics d'IDW cette fois, puisque les Tortues Ninja ont eu de nombreuses origines à travers l'histoire, que ce soit en comics, en série télé ou en film. Et aujourd'hui, on revient sur la dernière d'entre elles en comics. Pour revenir sur elle avec moi, j'ai encore aujourd'hui Roméo, salut. Salut. Et Fab. Salut. Et pour la première fois, nous avons une invitée dans Tales from the Sewer, puisque nous avons aussi Margot. Salut Margot. Salut. Comment ça va ? Ça va. Je suis contente d'être ici. Eh ben nous, on est content de t'avoir. Margot, libraire de ton état, on reparlera un peu de toi un peu plus tard. En attendant, on va passer à notre petite partie news et on va commencer, on a quelques news cette semaine, on va commencer avec un sujet qui nous a touché très récemment avec notre hors-série premier du nom qui était sur The Last Ronin, puisqu'on a déjà un premier report du second numéro. Fab, tu peux nous en parler ? Avec plaisir, ou plutôt avec déplaisir. On l'attendait, on a eu le premier, on était super hypé, tout le monde était content. On a même fait gagner 2, dont les heureux gagnants ne devraient pas tarder à recevoir le numéro ou l'auront reçu à la sortie de ce numéro 5. Mais nous, ce qui nous intéresse là, c'est que le second numéro a été reporté à janvier 2021. Alors, on a eu cette annonce récemment, mais à la réflexion, après, je me suis dit qu'on reste dans les dates qui avaient été annoncées au départ, après le premier changement d'équipe créative, où on avait Esso et Isaac Escorza qui arrivaient au dessin, et on était parti sur une sortie du premier numéro en décembre et le reste en 2021. Et au final, on arrive dans ces eaux-là. Alors peut-être qu'il s'était un peu avancé. Non, il était prévu au départ, même après la sortie du 1, il était prévu pour décembre. Hein. Le numéro 2 était bien prévu pour mi-décembre, et là il a été décalé donc pour fin janvier. Ouais, il a pris un peu plus d'un mois. On a vraiment eu un report. Ouais, parce que quand même le reste de la série avait été décalé à 2021, enfin beaucoup plus tard que ce qui était annoncé au départ. Hein, oui, la suite, oui. Mais le deuxième devait voir le jour en cette fin d'année, au mois de décembre, mais malheureusement, ce sera pour janvier, et à voir si les suivants ne subiront pas encore des retards également. Ouais. Bon, en attendant, ça nous permettra de relire le premier. Voilà, exactement. En attendant, un autre numéro qui, lui, n'a pas pris de retard et qui sort même assez rapidement après la première mini-série qui lui était consacrée, c'est le premier numéro de Jennika 2, deuxième mini-série consacrée à la 5e tortue. Roméo, tu l'as lu, je crois que vous l'avez tous lu sauf moi en fait, puisque j'ai pas encore reçu mon single. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus ? Alors bon, ça va être assez rapide et on va pas en parler beaucoup, hein. Surtout on va être sans spoiler. Donc j'avais déjà dans un précédent podcast, j'avais parlé de la première mini-série où moi je n'avais pas forcément accroché, n'ayant pas trouvé mon compte sur la manière d'exploiter ce personnage et sur ce qui est raconté autour, notamment sur Mutant Town. Et là, j'ai trouvé ça assez intéressant, surtout sur la manière de traiter Mutant Town et comment les autres mutants gèrent leur mutation, comment ils gèrent ce nouveau statut pour eux. Donc tout ne m'a pas plu, il y a certaines planches que j'ai pas aimées, notamment sur les caractérisations et la manière dont est dépeinte Jennika, mais sur l'ambiance globale, j'ai vraiment accroché à ce premier numéro de Bram Revel. Okay. Toi Margot, t'avais lu la première mini-série déjà ? Ouais, je l'avais lu quand c'était sorti quasiment. Et qu'est-ce que t'en avais pensé ? Honnêtement, c'était pas très beau. Ouais. C'était vraiment pas très beau et c'était pas forcément méga pareil, que j'avais pas trouvé mon compte méga intéressant. Après, au bout d'un moment, j'avoue que moi, quand c'est des tortues, je suis plus très subjective. Mais non, c'était pas très beau et pas la meilleure mini-série. Enfin, c'était pas ouf, quoi. Et ce premier numéro de la deuxième mini-série, du coup, t'en as pensé quoi ? Même effet. C'est vraiment pas beau. Et enfin, moi, j'aime vraiment pas le dessin. Et
et j'accroche pas trop en fait au traitement de Jenica. C'est pas, enfin moi c'est pas comme ça. C'est limite, ça me désintéresse un peu du personnage Ouais, alors que j'étais grave sur Jenica, donc un peu déçue quoi. ok. Et toi, Fab? Ben, graphiquement, ouais, c'est assez difficile parce que il y a certaines planches qui sont vraiment cool, euh, assez dynamiques. Par contre, ouais, comme disait Roméo, toute la partie caractérisation est assez pas aléatoire, mais bon, je sais pas trop comment le définir, donc je vais dire aléatoire. Il rend Jenica très cartoony en fait, Hmm. très expressive, mais vraiment dans un style cartoon enfin, moi j'arrive pas à ça me planche pas dedans quoi. C'est surtout elle apparaît, enfin on a une caractérisation à outrance avec des étonnements qui sont exagérés, mais c'est vrai, ouais, vraiment très cartoony sur les personnages. On se retrouve un petit peu comme dans les animes où en fait ils vont jouer. Enfin, il fait jouer l'étonnement à Jenica en y mettant des gros yeux, une grosse tête tombante. Ouais. Et Ouais, c'est ça. voilà. Et après, par contre, il y a un truc qui m'a gêné aussi, c'est que on va arriver sur une page qui est à peu près détaillée, à peu près bonne. Et la page d'après, ça va être vraiment limite du crayonné mis en couleur, très schématisé. Et en fait, le changement d'une page à l'autre, parfois, me gêne vraiment beaucoup. Et l'histoire en elle-même, ouais, il y a quelques trucs qui m'intéressent, que je suis content de voir, des points qui m'avaient intrigué sur la première mini-série, que je suis curieux de voir où ça peut amener. Il y a quelques nouvelles mises en avant, entre guillemets, comme Roméo disait, avec Mutant Town, qui est vraiment au centre de ce premier numéro. Mhm. Mais comme mes deux compères de ce soir, sans plus, c'est vraiment une mini-série qui pour le moment n'apporte rien. Donc si on la lit pas, je pense qu'on manque rien. Ok. Pour le moment, Et moi, quoi. la mini pourrait s'appeler Mutant Town, bah, ça me choquerait pas, et ça m'intéresserait plus que si elle s'appelait Jenica, Ouais, pour le coup. oui, je suis d'accord. Ouais. Et elle serait mieux parce que du coup, il n'aurait pas besoin de traiter de Jenica dans l'histoire. C'est ça. Et enfin, Jenica serait un personnage, mais pas le personnage central. Ouais. Oui, parce que là, moi, je vais être honnête, il peut lui arriver n'importe quoi, j'en ai un peu rien à faire, alors que dans le ongoing, c'est pas le cas, quoi. Donc, c'est qu'il y a un Mm. problème du traitement du personnage quand même. Est-ce qu'il y a des pyjama parties comme dans la première mini? Pas encore. Pas encore. Il reste des Ok, numéros. ok. La dernière fois, on parlait de Boom Studio, puisqu'on parlait du crossover avec les Power Rangers. Et justement, on a une news sur Boom qui présente ses exclus conventions au comic shop. Ce qui est un peu antinomique normalement dans Roméo. C'est ça, mais vu que bah, les conventions, c'est un peu problématique en ce moment, vu que bah, il n'y en a pas, bah, l'éditeur avait fait un programme de cover exclusive pour les différentes conventions auxquelles il allait participer, et donc il va proposer ses exclusivités à des comic shops, dont on ne sait pas exactement comment se fera la répartition, qui pourra les avoir Ouais. ou pas, mais on a donc le TPB de TMNT Power Rangers avec une couverture exclusive qui sera disponible, limitée à 500 exemplaires. Alors la couverture, c'est la couverture du numéro 2, je crois, de Dan Mora, Ouais. où on a Shredder qui saute sur le toit, Mhm. donc qui est en Shredder en Ranger Vert, avec sur le toit tous les personnages, donc les tortues en Rangers et les Rangers Un ninja. en ninja. Voilà. Ok. Donc c'est une illustration qu'on connaît, mais là qui est totalement complète et donc qui est exclusive, limitée à 500 exemplaires. Qui va coûter une On fortune du coup. verra. Bah ça sera difficile de l'avoir, je pense. Après, je sais pas. Moi, je me rapprocherai de mon comic shop si je peux l'avoir. Ouais. Je sais pas quelles seront les conditions pour la commander, mais il y a des chances qu'elle soit difficile à voir. Et tant qu'à faire, autant avoir. Si je peux l'avoir et avoir une 15e version de cette histoire, bah, je le ferai. Ok. Pour continuer sur le crossover, justement, il y a une version noir et blanc qui est sortie la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines. Ouais, une sortie du TPB qui a repris l'exemple du premier numéro qui est sorti un peu de temps après la série complète, qui était lui en noir et blanc. Je pense peut-être un petit test
du côté de Boom pour voir ce que ça donnait. Et finalement, la semaine dernière est sorti le hardcover complet en noir et blanc. Pour ceux qui ont pu voir ou mettre la main sur le print que iComics avait édité pour la tournée de Simone Di Meo, c'est le même type de noir et blanc. Donc on peut retrouver un petit peu le visu du noir et blanc comme ça. Et tu sais si ça embarque un peu de bonus inédits ou trucs comme ça? Ah, pas du tout, j'ai pas, Non? Ok. j'ai On pas du essaiera tout de- voir. Je récupère le mien demain normalement, donc je le mettrai en commentaire après la publication. Ok, très bien. Écoutez, on en a fini avec les news et on va revenir à toi, Margot, avec la traditionnelle présentation de l'invité, mais surtout le passage sur le grill de ton rapport aux Tortues Ninja. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu as découvert les Tortues Ninja et comment tu as pu vivre ta passion Tortues Ninja, si tu as une passion Tortues Ninja? Oui, j'en ai une. Maintenant, ça décore, ça décore ma maison en entier. Donc, moi, c'était il y a 2 ans. Je crois que c'était il y a 2 ans à peu près. Je fais un autre podcast en fait, et j'ai été invitée dans ce podcast avant d'être chroniqueuse tout le temps. Et Mhm. la fille que je remplaçais en fait a malheureusement pour elle, d'ailleurs j'espère qu'elle n'écoutera jamais ce podcast, a oublié ses 4 premiers tomes de chez Soleil qu'elle a laissé traîner en fait de là où on enregistrait le podcast. Et Ouais. moi à l'époque, je crois que je venais de lire. Bah alors c'était pas il y a 2 ans. Je sais plus. Et en gros, je venais de voir le Foot Clan traîner sur mes tables à la librairie. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, ben, je crois que Fab m'avait dit, bah, lis le Foot Clan, c'est beau et c'est bien. Donc, j'avais lu le Foot Clan que j'avais beaucoup aimé. Mais je connaissais pas plus que ça les tortues avant. Genre, j'ai pas vraiment grandi avec ni rien. Et là, il y avait les 4 tomes de chez Soleil que j'ai récupérés. Et on m'a dit que c'était très rare et tout ça. Donc, je les ai gardés sous la main. Je les ai lus, adorés. Et à cette époque, il y avait déjà plusieurs tomes qui étaient. Je crois qu'il y avait 3 tomes, 2-3 tomes qui étaient sortis. Ouais. Et du coup, je me suis enfilé quasiment tout ce qui était sorti et publié. Et ouais, j'ai adoré. Moi, je les connaissais. Enfin, j'avais pas d'a priori plus que ça. Genre, j'ai pas regardé de films, j'ai pas regardé de séries. Donc, j'avais pas d'a priori négatif, on va dire, dessus. Donc, j'avais juste Fab qui me disait tout le temps lis-le, c'est génial, c'est génial. Ouais, t'as quand même un rapport totalement différent de nous, de là où nous, ça date de notre enfance, et c'était il y a longtemps du coup, parce qu'on est vieux. Toi, c'est J'ai arrivé rien assez dit. tard. Oui, oui, moi, c'est. Non, ouais, moi, c'est pas du tout un truc d'enfance ou quoi. C'est vraiment. Bah, on va dire, ouais, c'est super récent en fait. Mais du coup, je continue à suivre la publication d'iComics et en parallèle, je fais les VO parce que bah, les covers, c'est la vie, c'est trop beau. Oui, puis ça te permet de rattraper à un rythme plus effréné. Oui, ça. Et puis du coup, c'est vrai que je suis à peu près à jour sur les sorties des numéros, quoi. Ok. On l'a dit et tu l'as suggéré, tu es libraire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta librairie? Où est-ce qu'on peut te trouver? Qu'est-ce que vous vendez? Alors moi, je suis libraire à Carcassonne. La librairie, c'était Bulle et compagnie. J'étais Mhm. vraiment spécialisée BD. Je m'en occupais totalement et j'étais un magasin à part. Mais là, on a fusionné avec Mo et compagnie, qui est une généraliste. Donc, je m'occupe tout le temps de la partie BD, qui est à la moitié du magasin. Mais il y a la partie littérature. Donc, je pense que s'il y a des gens qui cherchent la librairie, ce sera plus sous le nom de Mo et compagnie maintenant. Ok. Et du coup, tu es la libraire de Fab. C'est ça. Donc, c'est moi qui maltraite ses comics s'il y a un problème. On est preneur de tous les dossiers que tu peux avoir si jamais. Mais Hésite pas à je nous les les garde sous la balancer. main, comme ça me permet de négocier des trucs Tortue Ninja avec lui. De toute façon, si elle maltraite mes comics ou il y a quoi que ce soit à mon prochain passage, c'est moi qui ai ses prochaines covers VO de par Romu. Donc, Mais comme si je Ok, ok. maltraitais tes comics, voyons. Ça peut arriver, hein, malencontreusement, ça peut arriver. Moi, j'ai un comic shop qui m'a niqué quelques couvertures à travers l'histoire. Il faut savoir vivre avec, hein. Oui, mais moi, ça Euh, m'est déjà arrivé, mais je lui fais des échanges. Écoutez, on va passer au sujet principal qui est donc l'ongoing IDW, dont on parle un petit peu depuis tout à l'heure déjà, qui date désormais de de plus de 9 ans. On entame la 10e année largement. Roméo, est-ce que tu peux nous présenter l'annonce de la série et son contexte de l'époque au niveau sortie comics contemporaine et surtout qui travaille dessus? Alors, le premier numéro d'IDW, donc, puisque c'est ce qu'on va traiter, donc on va traiter le tome 0 et le tome 1
de chez iComics. Mhm. Donc, pour rappel, le groupe Viacom, dont Nicole Ledeon, a racheté les droits des Tortues Ninja à Peter Laird en 2009. Et donc, s'ils rachètent les droits d'une licence, c'est pour en faire quelque chose. Avant de passer sur le petit écran, le grand écran, un moyen peu coûteux pour relancer une série, ça reste les comics. Donc c'est en l'été 2011, en août 2011, que sort le premier numéro du 5e volume des Tortues Ninja, donc d'IDW. Ça a été annoncé donc au printemps. À l'époque, même si ça fait un peu de bruit, les yeux étaient quand même rivés sur d'autres choses qui se passaient dans le monde des comics, comme Flashpoint, qui amenait les New 52. Il y avait Fear Itself. Il y avait également Ultimate Fallout, qui était l'arrivée de Miles Morales. L'arrivée de Miles Morales. Donc on arrive au mois d'août 2011. On a donc un Ultimate Fallout 4 qui est sorti, un Flashpoint 4 et 5 et Justice League 1 des New 52. C'est sorti le 31 août, je crois. C'est ça. Donc on a eu un mois assez dense en termes de comics, et on a eu au milieu de tout ça donc le premier numéro des Tortues Ninja. C'était un peu plus tôt dans le mois, non? C'est plus 1 ou 2 semaines avant tout le reste, non? Alors je n'ai plus en tête exactement. Parce que moi j'ai souvenir que c'est mon tout premier achat VO, et sachant que j'ai pris tous les New 52 au début, ça devait être du coup un petit peu avant, Parce que c'est vraiment la première série que j'ai commencé en VO, et c'était le mois, pour moi je le considère le mois avant les New 52. D'accord. Parce que les New 52 c'était réellement septembre. Même si on a eu Justice League au mois d'août. Donc là sur la série, on a l'équipe créative est composée de Tom Waltz, Kevin Eastman et Dan Duncan. Donc Tom Waltz qui est scénariste, Kevin Eastman qui écrit avec Tom Waltz et qui réalise les layouts, et Dan Duncan au dessin. Donc, Tom Waltz est un scénariste principalement connu chez IDW pour travailler sur des licences. Donc il avait fait du Ghostbusters, c'était l'éditeur de Ghostbusters, il avait fait de l'agence Touriste, il avait écrit du Duke Nukem, du Silent Hill, donc voilà, vraiment de la licence, et quelques créateurs own. C'est vrai que ça me fait rire parce que vous m'avez poussé à faire un spin-off vous voulez me pousser à faire un spin-off sur les Power Rangers, et je serre les fesses fortement pour que vous fassiez pas la même sur Ghostbusters, parce que je le sens venir un jour. Moi je te pousserai pas. C'est possible. Donc voilà, Kevin Eastman a rejoint en fait le projet après quand IDW commençait à réfléchir sur l'équipe créative qu'ils allaient mettre en place. Il s'est avéré que l'éditeur avait donc été en contact avec Kevin Eastman, et en gros il a proposé, quand il a fait un tour de table, il avait dit que Kevin Eastman était partant pour revenir sur la série, et c'est pour ça que Tom Waltz a dit ok, moi ça me tente bien. Travailler avec lui, ça serait super. Et donc Dan Duncan, alors, pour être honnête, que je connaissais pas non plus à l'époque, et qui n'a pas fait grand chose depuis, parce qu'il est retourné, il allait dans l'animation, travailler dans l'animation. Voilà, donc on n'est pas sur une équipe créative des plus bling bling pour l'époque, même si on a le nom Kevin Eastman qui servait aussi à rassurer les fans à l'époque, ça a son importance. On n'est pas sur du non ultra vendeur Tom Waltz et Dan Duncan. Je t'avoue que moi je me suis lancé sur le titre de la série, mais je connaissais ni l'un ni l'autre non plus à l'époque. Moi pareil, c'est en faisant des recherches après que j'ai découvert qui était Tom Waltz, et en l'interviewant que j'ai découvert d'autres de ses titres. Je sais que maintenant il a été éditeur, ou il est encore, je sais pas, du comics Ghostbusters, mais voilà, ça en reste là. Je connais très peu sa carrière et ce qu'il a pu faire avant. Et donc voilà, on a ce premier numéro d'une série qui a été vendu à 34 000 exemplaires. Il y a eu une quinzaine de variantes à sa sortie. Donc on était déjà loin de ce qui se fait actuellement, mais c'était quand même pas mal. Il y en avait quand même beaucoup. Et sachant que sur ce premier numéro, maintenant on
on est à peu près 35 variantes, parce qu'il y a eu beaucoup de rééditions. Ouais, bah moi je dois avoir une variante second print, je pense. J'ai une version qui est en noir et blanc sur le premier numéro, parce que Jeff avait pas dû le commander et je me suis inscrit trop tard. Et du coup, ouais, c'est un premier ou un deuxième ou un troisième print que j'ai même. Tu vois. C'est en fonction de la couleur du titre. Ouais, ok. Ouais, c'est ça. La petite étiquette en haut donne la couleur du print. Le vert, c'est le troisième, le rouge, c'est le second, et le noir, c'est le premier, il me semble. Ouais, bah c'est le deuxième alors. Ça doit être ouais, quelque chose comme ça. On a eu quelques variantes notamment les variantes où là on a chaque tortue Oh là là. de Dan Duncan, donc qui sont dans les égouts, qui étaient en A, B, C, D. Après il existait en wraparound. Il y avait les variantes de Kevin Eastman, chose qu'on verra tout le temps après. On avait une de Jetpack Comics où c'était la reprise de la couverture originelle, plus ou moins. Donc on n'était pas encore dans plein d'artistes différents. Ouais. Il y a Eastman, Duncan, je crois qu'il y en a une de Sam Kiss, et c'est à peu près tout. Il y en a eu d'autres sur des rééditions. Donc voilà, on a ce premier numéro, 35 000 exemplaires, ce qui est quand même pas trop mal. Et donc, c'était maintenant il y a 9 ans et demi. Ouais. Ouais, ça commence à dater. Ouais. Margot commençait à en parler tout à l'heure. Et Fab, tu vas nous détailler ça un peu plus. Avant que ce soit iComics, comme on le sait aujourd'hui, qui publie les Tortues Ninja en France, c'est passé par Soleil. Est-ce que tu peux nous dire quand c'est sorti? C'est sorti assez vite, non? C'est sorti en 2013, si je dis pas de bêtises. Moi, j'ai acheté mon premier tome en 2013, donc c'est globalement un an après la sortie du premier numéro de la série. On a eu droit au premier volume au format TPB, donc chez Soleil, 4 épisodes par TPB, pour 18 €, quelque chose comme ça, ou 17, enfin, à quelque chose près, ça se vaut. Et les 4 premiers numéros sont sortis relativement rapidement, les uns après les autres. Mais très vite, la série s'est arrêtée et un petit peu... Enfin, il fallait un petit peu aller chercher à la pêche aux infos pour savoir ce qu'il en était, si c'était prévu d'avoir un autre tome ou pas. Et la suite n'est jamais arrivée. Donc on s'est arrêté au tome 4, l'équivalent du tome 0 de iComics. Moi, à l'époque, j'étais un peu en contact avec eux, vu que je tenais le site TMNT Kawabunga et sur Comics Blog. Non, c'était encore l'époque des Comics Blog. Donc, j'allais à la page aux infos et on avait les promesses des publications des micro-séries. Ils réfléchissaient à comment les faire, à comment les mettre. Mais voilà, quoi. Puis après, un jour, on a vu que ils publiaient plus les sites. Ça s'est arrêté. Ouais. Tristement. Ouais, bah après, tristement un petit peu parce que moi j'ai le souvenir d'avoir appris que la série s'arrêtait en ayant cherché un petit peu dans les méandres d'internet, et c'était en réponse dans un commentaire d'un post Facebook où Soleil disait bah, on poursuit pas la série. Pas d'annonce, rien quoi, c'était vraiment parce que j'étais tombé là-dessus par hasard. Alors après, ça a vite été relayé. Parce que voilà, quand l'annonce d'une série continue, s'arrête ou arrive, il y a quand même des infos. Mais moi, j'étais tombé sur ce post et ouais, c'était un peu triste, quoi. Du coup, moi, c'est à ce moment-là que je suis passé sur la VO, parce qu'on a eu un très très long moment de vide Tortue Ninja intersidéral entre le moment où Soleil a arrêté et l'arrivée de iComics qui a pu reprendre cette licence. Malgré beaucoup de demandes au final des fans, parce qu'il y avait quand même en France... moi j'ai le souvenir que c'était une question qui revenait régulièrement. Qui reprend la licence? Qui revient? Voilà. Je sais pas vous si vous l'attendiez en VF ou pas. Enfin moi non, je le lisais en VO du coup, mais la question on l'avait souvent à l'époque de Comic Blog sur est-ce que ça reviendrait, sous quelle forme. Ça a mis le temps du coup. Bah, l'arrêt de la licence par Soleil, il s'est fait de la même manière qu'ils ont marketé le titre. Hein. Ouais.
en silence. justement, ouais. Ils avaient cherché à surfer un peu sur la série de Nickelodeon, qui est sortie à peu près en 2012. Ouais. Parce que je me souviens que dans des kits presse, ils avaient mis ils le mettaient, mais ils cherchaient pas à le vendre. Pour eux, en fait, ils pensaient que c'est des Tortues Ninja, donc ça allait se vendre. Mais non, en fait, c'est un livre, faut l'accompagner. Ben, complètement. Du coup, Fab, est-ce que tu peux nous parler un peu de iComics et du lancement? Si tu t'en souviens, d'ailleurs. Oui, ben, c'était en 2018, si je me rappelle bien. iComics est arrivé en grande pompe avec l'annonce du retour des Tortues Ninja. Une annonce qui a été assez bien accueillie, plutôt même très bien accueillie, mais qui très vite a un petit peu, comment dire, un petit peu, pas refroidi, mais les gens ont vu que le tome 1 correspondait en fait au tome 5 Mhm. et à la suite directe des 4 premiers tomes de Soleil. Et je pense que ce tome 1 en fait a raté le coche du fait que les gens se sont dit ouais mais il nous manque le début. Alors outre voilà toute cette histoire de il nous manque le début, le lancement qui a été fait a quand même eu la force et l'impact d'implanter les tortues dans le paysage comics français, malgré tout ce qu'on peut dire, qu'on aime, qu'on n'aime pas, parce qu'il a été annoncé avec une tournée, avec un artiste qui n'est pas non plus le premier venu, dont Roméo est grand fan, moi aussi d'ailleurs, et je Moi pense que aussi. toi aussi. Bah, j'ai 3 planches à lui chez moi, donc... Oui, bah, je pense, sans trop me mouiller non plus, que Margot a un petit penchant pour le coup de crayon de Matteo Santoluco, qui justement a accompagné cette première tournée pour le lancement des Tortues, avec l'histoire secrète du Foot Clan et le tome 1 ou le tome 5. Donc on a pu voir les Tortues revenir sur le devant de la scène un petit peu à ce moment-là, en 2018. Faut rappeler aussi que s'ils ont commencé à l'équivalent du 5e tome pour leur tome 1 à iComics, c'est tout simplement pour des questions de droit. Oui, voilà, j'allais Ils justement... n'avaient pas le droit de le faire. Ils devaient attendre une année, enfin j'ai pas tous les détails exacts, mais en gros ils ne pouvaient pas le faire repartir immédiatement parce qu'il avait été publié par Soleil. Et ça a été une question, Sullivan on en avait discuté, parce que c'est... est-ce que repartir là-dessus c'est cohérent ou pas? Parce que c'est un problème éditorial auquel il n'y a pas de bonne réponse, malheureusement. Il n'existe pas de réponse correcte, universelle, qui plaira à tout le monde. Bah, sinon, faut que t'attendes un an pour lancer ton label, quoi. C'est ça le truc. C'est ça. Sauf que quand t'achètes les droits, Faut l'exploiter. faut l'exploiter parce que sinon ça marche plus. Ouais. Du coup, on a eu voilà, la publication VF qui est arrivée comme ça et qui a débuté avec ce tome 1 et l'histoire secrète du Foot Clan qui était quand même un gros numéro de qualité pour lancer cet univers-là. Mais celui-là, on va se le garder et on en parlera dans un prochain numéro. Ouais. On va parler des tout débuts de la série, donc on va en effet parler de ce tome 1 parce que c'est un tome 1 et c'est intéressant d'en discuter d'un point de vue éditorial français. Mais surtout, les vrais commencements des Tortues Ninja, c'est le tome 0 qui est un gros tome puisqu'il reprend 16 numéros en VO qui doit couvrir à peu près l'équivalent de 4 arcs puisque oui, en effet, c'était 4 tomes chez Soleil. Est-ce que quelqu'un veut se lancer à présenter cette série? Enfin, comment on découvre les Tortues Ninja en 2011 dans cette série? Le synopsis de base, quoi. Alors je vais y aller. Les tortues, on connaît tous les 4 tortues qui sont ensemble, qui sont en groupe avec leur maître Splinter. Là, le postulat initial, il est différent. On a 3 tortues, Leonardo, Michelangelo et Donatello, donc qui sont dans les égouts avec leur père Splinter et qui sont à la recherche de leur 4e frère qui est absent. On apprend rapidement que les tortues sont des tortues de laboratoire qui ont muté, qui ont touché du mutagène, et elles étaient les 4 ensemble, et donc Raphaël a été séparé lors de l'accident. Donc le début, c'est la quête des frères, des 3 frères pour réunir la famille, et Raphaël
qui est tout seul à la surface, qui doit survivre et qui se retrouve confronté à un autre mutant qui est Hold Up, un chat. Et du coup, sur ce premier arc, on a cette situation qui est dans le présent, et on se rend compte, en parallèle, on a des flashbacks qui nous montrent les origines côté laboratoire des tortues, comment elles ont été transformées, comment elles se sont retrouvées dans cette situation qui date de à peu près 1 an et demi, je crois, quand on est au début de la série. Ce qui permet d'introduire un certain nombre de persos, dont April, qui faisait partie de ce labo de base. Ouais, c'est ça. En fait, c'est 18 mois et on se retrouve avec ce laps de temps où à chaque fois on a la petite notification spatio-temporelle qui nous dit voilà, il y a 14 mois, tel et tel personnage faisait ça, ça, ça. Il y a 12 mois, tel et tel faisait ça. Et du coup, on découvre un petit peu comment ont évolué les personnages et l'histoire pour en arriver à cet instant T. Et dans le laboratoire, la partie qui se passe dans le laboratoire nous permet de découvrir le personnage d'April O'Neil, qui est une étudiante scientifique qui fait un stage, qui retrouve donc ses origines scientifiques de base. Et qui a nommé les tortues d'ailleurs. Toi, Margot, qui a découvert globalement les Tortues Ninja avec ce premier tome Soleil et du coup ces 4 premiers numéros VO, t'en as pensé quoi? T'as pas été trop perdu dans cette découverte? Ah non, pas du tout, pas du tout. C'était même bien parce que je connaissais quand même, hein, j'étais pas sans avoir grandi avec, je connaissais les 4 tortues, Splinter, April, même Kazé. Je connaissais pas du tout Hold Up par contre, pas du tout. C'est une création, Ouais, c'est normal. d'accord, ok. Bah, voilà, donc ça m'a pas perturbé plus que ça parce que du coup, je le connaissais pas et apparemment c'est normal. Et donc, comme il est introduit dès le début, bah, moi j'ai suivi direct. Baxter Stockman, c'est pareil, lui je connaissais pas trop. Donc, ça, comme c'est pareil, il apparaît dès les premières pages et que tout se passe dans le labo, ben non, franchement, le côté flashback, justement, moi j'adorais parce qu'on a le côté hyper touchant des frères qui cherchent Raphaël. Et on a le côté, on vous explique comment ils en sont arrivés à devenir des tortues mutantes et comment il y a tous ces trucs avec Krang et tout ça. Donc non, franchement, je trouve que c'est super bien narré, à la fois super touchant comment parce que franchement, quand ils sont un peu perdus et qu'ils cherchent leur frère depuis super longtemps, au bout d'un moment, c'est super triste quand même. Et, et puis même la relation avec Splinter et tout, non, franchement, je trouve que c'est super bien narré pour que quelqu'un qui connaisse pas découvre les tortues, quoi. Là, tu te dis que c'est super triste et c'est même... Il y a un côté désespéré dans certaines des tortues qui, pour elles... il n'y a plus Ouais, qui veulent d'espoir, quoi. abandonner. Ouais. Ouais, c'est assez tragique ce début du point de vue, surtout de... On a vraiment un sentiment de famille brisé. Bah, du coup, c'est ce à quoi je m'attendais pas, moi. Je pensais vraiment que, pour le coup, j'avais pas d'a priori négatif, mais je pensais vraiment que les tortues, c'était un côté super-héros ninja. Et en Ouais. fait, j'avais pas du tout ce côté famille, ce côté touchant. Et moi, maintenant, c'est le seul truc, quand on me demande de résumer les tortues, c'est le seul truc qui me vient, quoi. Ouais. Ninja, mais il y a ce côté famille et très touchant, quoi. Et du coup, dans ta découverte, est-ce que tu sentais quand même une sorte de volonté d'hommage au volume précédent, à l'histoire des tortues qu'on connaissait? Est-ce que ça transparaissait de ton point de vue? Tu savais qu'il y avait un historique assez lourd des Tortues Ninja? Bah, du coup, non, comme je le savais pas, je l'ai pas forcément ressenti. Donc, ça m'a pas sauté aux yeux, quoi. Je pense qu'on s'en doute un peu parce que ça date, quoi. Mais moi, ça m'a pas sauté aux yeux parce qu'à l'époque, je connaissais pas. Ouais. Vous, Roméo et Fab, de votre point de vue, quand vous avez découvert ces premiers numéros, est-ce que vous étiez à la recherche de la moindre référence? Comment vous l'avez vécu? Parce que c'est quand même assez lourd en personnages, ces premiers numéros. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses, et même rétrospectivement, ça pose les bases de 50 numéros par la suite, quoi. Bah, en fait, moi, quand j'ai pris mon premier numéro, du coup, j'ai trouvé assez vite que ça avait le même schéma que le TMNT classique dont on a déjà parlé. On l'a déjà dit en plus que ce run-là, cette série-là chez IDW, c'est la quintessence des tortues de tout ce qui s'est fait. Et on le ressent bien avec ce premier numéro, d'autant plus là, pour l'épisode, moi j'ai fait une relecture complète du premier tome 0 et du tome 1, et on voit encore plus tous les détails et tout ce qui
tout ce qui a été fait, la manière dont les personnages arrivent, dont les choses s'enchaînent, même si l'origine n'est pas pareille, et du coup, cette origine, j'ai trouvé que ça mettait un vrai plus à la série, et que c'était pas un relaunch juste pour relauncher à la Batman où on te met un numéro 1, où en fait, le Batman numéro 1 de 2012, c'est le même que le Batman numéro 1 de 2018. Il s'est rien passé, c'est toujours le même Batman, voilà. Là, on a les tortues, mais elles ont une autre origine, elles ont tout un univers qui est dépeint à partir de cette origine en fait. Et on a des bases assez mystiques, tout ce qui est réincarnation, on le voit On va y d'autant venir plus. juste après, ouais, ça. Ouais. Voilà, on le voit d'autant plus après quand on en parlera avec le chapitre 5. Mais euh, ça a apporté, moi, quand j'ai découvert la série, un vrai coup de frais par rapport à ce que je connaissais déjà. Il y avait, pour le gros fan, gros nerd que j'étais, les références avec les personnages connus, comme Roméo l'a dit, April, Kazé, les Tortues, Splinter. On voit aussi Baxter. On a On des références à sait, Krang. voilà, exactement, on sait que en arrière-plan, il y a Krang qui plane, et même, alors peut-être c'est moi qui ai extrapolé avec cette lecture, mais la première attaque qu'il y a dans le labo, il y a les ninjas qui sont tous cagoulés, et moi j'y ai vu Orokusaki en fait, dans ce ninja. Ouais, je pense que t'es allé chercher loin. Je pense pas que ce soit Ouais, lui, non? et je sais pas, parce que un peu plus tard, il en parle quand Bah ils si, je savent. crois que t'as raison, hein. Je crois que t'as raison, parce qu'après, quand il y a le flashback, là... Ouais, tout à fait. Quand Splinter affronte Shredder euh, après qu'il se soit fait kidnapper, après Ouais. l'épisode des Mouser, on voit en arrière-plan de la tête de Shredder Orokusaki en tenue de ninja masqué. Alors moi, voilà, peut-être je l'avais interprété parce que j'avais ces références-là, mais du coup, voilà, j'ai trouvé que pour un gros fan, il y a tout ce qui a fait la série, qui est amené ici, qui est réadapté un petit peu plus moderne, et ça a donné un vrai... Enfin, pour moi, ça m'a donné un vrai vent de fraîcheur, en fait, sur la franchise. Et ça m'a encore plus motivé sur les épisodes d'après, dont on arrivera un petit peu plus tard. Ouais. Donc vraiment, ouais, c'était vraiment une belle découverte, quoi. Et toi, Roméo? Bah moi pour le coup je pouvais pas dire que j'avais les références des autres itérations des tortues, hein. Parce que j'ai réellement découvert les tortues avec avec euh, avec IDW, hein. Je connaissais des films, je connaissais la série animée, mais la partie comics des Tortues Ninja, si j'avais lu quelques animated quand j'étais gamin, c'est vraiment IDW qui m'a fait découvrir. Et c'est en découvrant cette série que je me suis renseigné, que j'ai lu d'autres choses, et que par la suite j'ai pu faire le parallèle entre ce qui se passe chez IDW et ce qui se passe et en quoi c'est des références à telle itération, et voilà. On est vraiment, moi c'est vraiment, je peux pas dire que j'ai redécouvert les tortues grâce à ça. J'ai vraiment découvert. Je les ai vraiment découverts avec IDW. Et c'est par la suite, en lisant le classique pour la première fois, en VO, j'ai fait ah ouais d'accord, je comprends mieux. Et en relisant par la suite de nouveau le IDW, que je découvrais des nouvelles choses. Ok. Je voulais rebondir avec toi sur justement le post-premier arc et ce fameux numéro 5 qui déjà est dessiné par Santoluco, mais qui en plus introduit une deuxième couche d'origine aux Tortues Ninja, puisque je parlais des origines côté laboratoire tout à l'heure, mais il y a des origines un peu plus mystiques qui sont introduites avec ce numéro 5 et ce deuxième arc. Et le fait que Splinter est conscient d'une réincarnation et d'un combat qui date d'il y a bien longtemps. Alors oui, moi ce numéro 5, bah déjà, je le remets aussi dans son contexte de l'époque. Donc tu prends un premier arc super cool pour lancer une série. Tu dis bon, comment ça va enchaîner derrière, et là tu prends ce numéro dessiné par Matteo Santoluco, et tu prends une véritable claque. Tu te dis mais en fait il y a une vraie histoire derrière. Ils veulent vraiment construire quelque chose, il y a vraiment un background qui est fait derrière, et c'est le numéro qui m'a vraiment fait un déclic sur la série et sur la licence,
en me disant c'est bon, c'est cette série que je vais attendre chaque mois maintenant. Et c'est la série que je ne vais plus lâcher. Donc il y a vraiment ce déclic sur ce numéro-là qui reste pour moi un des meilleurs numéros de l'ongoing, qui prend au trip, qui m'a fait découvrir Matteo Santoluco. Je sais plus si à l'époque ce qu'il avait fait, si je le connaissais d'ailleurs ou Je le pas, connaissais pas avant non plus. mais qui m'a fait dire d'accord, ce style-là, oui, je vais en voir plus aussi de ce mec-là. Donc ouais, c'est en fait le numéro qui a fait passer l'ongoing en incontournable, et tout ce qui a été construit derrière se rapporte à ce numéro-là pendant 50 numéros. Ouais, on peut même dire pendant 100 numéros presque. Mais Voilà. Puis avec une des couvertures aussi qui reste pour moi une de mes préférées. elle ressort bien. Cette couverture avec le bonhomme de neige et son bandana rouge et les 4 tortues en fond dans un Central Park enneigé. Et en fait, ça fait aussi cette après l'arc, le premier arc assez intense, on a les tortues qui sont réunies et ça fait un peu voilà le petit moment de calme familial. Donc cette couverture et ce série reste pour moi dans mes préférés de tout l'ongoing. Est-ce que c'est pas le premier numéro de Noël de l'ongoing d'ailleurs? Bah si, parce qu'avant c'était l'été, vu qu'on est Ouais, non, sorti en mais août. je veux dire, c'est bien celui-là que on a. Ça finit sur le sapin de Noël avec les 4 boules de chaque couleur et où ils récupèrent leur bandeau. C'est ça, Ouais. c'est ça, c'est le numéro où on a les bandeaux aussi, donc on a ce côté-là. En plus, qui nous raccroche à notre passé, qui nous rapproche à nos connaissances des tortues du dessin animé. Donc ouais, on a ce numéro où chaque tortue récupère son bandeau, le petit moment de calme avec Splinter et ses 4 fils autour à côté du sapin de Noël et les boules juste des 4 couleurs, et qui veut leur dire je vais vous raconter une histoire. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, c'est le numéro qui m'a marqué au début parce que je m'attendais pas du tout à ce que il rajoute cette couche qui est assez dense à la mythologie des tortues et qui crée un vrai combat à travers le temps entre Splinter et Shredder. Et surtout, il est assez. Enfin, moi, j'étais assez choqué devant l'exécution des 4 enfants et de Splinter, enfin, du coup, de Hamato Yoshi. J'ai trouvé ça assez dark et en plus, c'est beau. C'est beau, c'est bien amené. Et la case avec les 4 fils, où t'as Léo qui essaye de rester digne, Mikey qui est en larmes, Don qui cherche à comprendre et Raph qui est en mode vénère. Ouais, l'exécution. Et quelques pages après, voilà, on revient sur la famille. Et bon, on a vu la mort de Tang Shen. En dessous, on a Kazek qui est devant la tombe de sa mère. April qui retrouve sa mère, et on a le côté émotif, il nous raccroche, on a tout ce qui se passe dans le passé, et Tomos nous raccroche immédiatement avec ce qui se passe actuellement aussi. D'ailleurs, sur ce détail, il y a même on les voit quand ils sont du coup dans le passé, dans le Japon féodal, on les voit, ils ont chacun leur couleur qui seront leurs couleurs du futur. Ouais. Et il y a un moment où ils sont en train de dormir et où les 4 sont couchés et on voit les 3, on voit Léo, Mikey et Donatello qui ont leur couleur qui ressortent, et Raph qui est totalement dans la couverture, et du coup on voit pas sa couleur. Ce qui rappelle le fait que Raph était hors de la famille avant, et derrière on le voit, il sortit du truc et il a sa couleur qui ressort. Je trouve qu'au niveau détail, c'est assez impressionnant. Il la planche donc que je parle avec KZ devant la tombe de sa mère, pour l'anecdote, j'ai bavé dessus pendant très très longtemps, et après elle est partie à quelqu'un, et je suis Elle est chez déçu. moi. Non, je déconne. Toi, Margot, t'avais accroché à ce côté mystique aux tortues quand t'as lu le tome 2 du coup à l'époque? Oui, en plus moi j'avais à peu près, je crois qu'à ce moment-là j'avais aussi lu le Foot Clan, ou je sais plus trop, donc le côté Japon féodal, réincarnation et tout. J'avais trouvé que c'était justement un des gros plus de la série. Mais effectivement, l'exécution m'avait aussi choquée un peu. Genre, je m'attendais tellement à une histoire ouais,
pas d'enfant, hein, mais j'étais tellement pas prête à ce qu'il se fasse exécuter que du coup, après, j'étais là, ah oui, bon, ben, on va pas le conseiller non plus à des tout petits. Mais, mais non, franchement, et puis c'était si beau, quoi, c'est si bien dessiné. Moi, enfin, après, j'aimais bien le dessin de Dan Duncan, je crois, si j'ai pas de bêtises. Ouais. C'est ça. Mais passer de Dan Duncan à Santoluco, ça fait plaisir quand même. Ouais. Moi, je suis moins. J'ai un peu plus de mal, d'ailleurs, à la relecture avec Dan Duncan par rapport à. J'aime bien dans l'ensemble, mais en fait, je trouve que à chaque changement de dessinateur, c'est de mieux en mieux. Alors, Santoluco à part parce que. Enfin, au numéro 4, quoi. Lui, il revient après, donc. Mais le passage à Kuhn et le passage à. C'est qui Bates après Ouais. Oui. À chaque fois, je trouve qu'il y a un truc qui se rajoute, quoi. Alors moi, autant Dan Duncan, tu me le mets là, tu me le ferais revenir maintenant, j'aurais plus de mal. Par contre, pour lancer la série, parce que les premiers numéros aussi, c'est des layouts de Kevin Eastman et le style de Dan Duncan correspond pas mal au layout d'Eastman pour le coup. Ouais. Donc pour une série en plus où il fallait pas de grand dessinateur, enfin c'était, je pense, compliqué pour eux de mettre un gros nom tout de suite, ça allait très bien. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je pense que j'aurais plus de mal, malheureusement, avec tous ceux qui sont passés, avec du Gialinas, Santoluco qui nous a fait je sais pas combien de numéros, avec du Cory Smith, même du Adam Gorham, Sophie Campbell! bien Ouais. sûr, évidemment, Sophie Campbell. Mais là, mon maître du Duncan, aujourd'hui, j'aurais un peu plus de mal. Même si j'adore ce qu'il a fait et ça reste son début, enfin, ça reste pour moi un très très bon début et fait partie de mes préférés quand même. Ouais, Mais moi, plus pour maintenant. contrairement à vous, j'ai vraiment beaucoup eu du mal. J'ai saigné des yeux quand on est passé sur Andy Kuhn. Passer de Ah ouais Dan Duncan à Andy Kuhn et derrière Ben Bates à Andy Kuhn, j'ai trouvé que maintenant, ouais, il a un trait et tout que j'accroche. Par contre, sur les épisodes qu'on a dans ces premiers tomes, je l'ai eu dur, hein. Vraiment. J'ai trouvé ça vraiment très laid. C'est parfois approximatif. J'ai pas du tout accroché. Alors que maintenant, ça passe nickel. Mais j'ai trouvé que là, bof. Autant dans Duncan, moi je trouve que pour ce lancement, comme Roméo dit, c'est vraiment. Tu vois, ça donne des bases solides, des tortues comme je les imaginais. Tu vois, en plus, tu as tout le côté Ouais. urbain et un peu dur. Tu vois, un peu à la Daredevil, tu vois, le côté sombre et tout. Et je trouve que ça colle parfaitement. Donc pour moi, dans Duncan, aucun problème. Par contre, ouais, j'ai eu beaucoup de mal après pour Andy Kuhn. Ouais, pareil. C'est vrai que le dessin est beaucoup plus particulier, mais il y a un côté plus. Je saurais pas comment le décrire, mais plus comics en fait. Plus, je sais pas, C'est plus. très cinématique, Andy Kuhn. Ouais. Et. C'est très graphique, très animé. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, c'est sûr que il y a un côté beaucoup moins réaliste que ce qu'a fait Duncan, mais pour moi, il y avait une note de style, quoi. J'aimais bien. Et toi, d'ailleurs, Fab, je t'ai pas demandé ton avis sur cette partie origine mystique des tortues. Qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, du coup, sur ma première lecture, j'ai pas eu le numéro 5. Je l'ai raté. Donc Ah du coup, mince. j'ai découvert le numéro 5 bien plus tard, après l'histoire secrète du Foot Clan. Et du coup, j'ai pas eu le même impact que vous. Ça m'a pas autant marqué du fait que j'avais déjà l'histoire qui était racontée plus en détail dans l'histoire secrète du Foot Clan. Et j'ai pas eu le même impact que vous. Par contre, j'ai trouvé que dans le numéro 5, c'était beaucoup mieux amené en fait. Parce que comme c'est sur un chapitre, c'est beaucoup plus intense. Et ça apporte vraiment un truc un peu plus fort. Après, oui, graphiquement, c'est très beau. Et le concept de la réincarnation et de ce côté mystique, c'est comme je disais au début de la série, à la présentation de la série, c'est vraiment un vent de fraîcheur pour cette série, en fait, pour moi. Ok. Dans la suite de l'intrigue, on a un peu comme dans la suite de ce qu'on a vu en tome 1 du tome classique, l'attaque de Baxter Stockman qui va attaquer pour des raisons purement
purement de rattrapage aux yeux de Krang qui va attaquer le QG pour kidnapper Splinter. Ici encore, moi j'y vois clairement un parallèle avec les origines des tortues en rajoutant des surcouches d'histoire et en entremêlant toutes les intrigues entre elles. C'est un peu facile de dire ça après avoir lu un peu plus de 100 numéros d'ailleurs, puisqu'on sait très bien quel est comment ça se goupille par la suite. Mais je trouve qu'à la relecture, c'est quand même vachement organique. Ça marche bien, tout a plus de sens que ça pouvait l'avoir à l'époque quand on avait un Baxter qui lançait ses Mothers pour des raisons complètement abusées, quoi. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Oui, sur le coup, après relecture du classique, si on découvre ce tome, on se dit ils ont voulu faire comme le classique, comme le tome. Si on lit que ça, chose que moi je n'avais pas quand je l'ai lu, donc c'est assez bizarre en fait. Il y a plusieurs niveaux de lecture selon ce qu'on a lu, ce qu'on n'a pas lu et notre et comment on le découvre. Donc là, on a vraiment la découverte de la menace supérieure au-delà au-dessus de Baxter et du laboratoire, hein, qui est Krang. On la découvre un petit peu plus. On a donc cette attaque des Mousers qui est très graphique encore, comme pour le classique, et très violente, hein. Et là, pour le coup, le dessin de Dan Duncan sur ces pages-là est assez fort et assez visuel. Moi, je la trouve un peu décevante par rapport aux origines, en fait, enfin par rapport au tome 1 classique. Dans le sens où je trouvais plus d'ampleur dans l'attaque des Mossers de l'époque, quoi. On parle quand même aussi de planches iconiques, hein, ouais. Vraiment. Là, on est sur une ongoing, on est sur un rythme de dessin qui est pas le même. Mais oui, là, c'est sûr que c'est difficile de tenir la comparaison avec ces planches de Mousers attaquant le repère dans les années 80. On a la première rencontre entre Kazé et April, où on se dit aussi, mais voilà, ils font juste rencontrer les deux humains et faire en sorte que ça matche. Mais en fait non, ils arrivent vraiment à construire leur propre histoire. Ouais. Ils ne sont pas juste Kazé solitaire à côté des tortues et April la jeune chercheuse qui a découvert les tortues aussi. Ils construisent rapidement leur propre histoire. Donc ça c'est très très intéressant, c'est pas que des faire valoir. On a un Old Hob qui un peu après avoir tenu le devant en termes de vilain, là se retrouve relégué en laquais, un petit peu beaucoup de Baxter. Voilà, donc on a des éléments qui se mettent en place. En fait, on a vraiment des petits éléments petit à petit qui se mettent en place. On ne sait pas encore l'ampleur que ça va prendre, mais on est vraiment dans une construction où Tom Waltz met ses petites pièces par-ci par-là. On se rend pas compte, parce que même la série n'était pas faite pour durer aussi longtemps à la base, mais il met des petites pièces par-ci par-là. Moi, je veux dire, ça c'était un des points qui m'avait beaucoup plu justement à la découverte, c'était le côté je soigne mes personnages secondaires. Typiquement, la relation Kazé-April, elle aurait pu paraître genre évidente et mal amenée, on va dire, justement en tant que deux faire-valoir, bon ben on va les faire se mettre ensemble. La Kazé avec son père, du coup ça rend le personnage de Kazé encore plus attachant. Et à leur approche à tous les deux, vu qu'à la base ils connaissent les tortues mais pas du même côté, ben ça, ouais, c'est pas juste on va les mettre ensemble parce que c'est un garçon et une fille et que c'est les deux seuls personnages secondaires autour des tortues. Et puis même tous les autres personnages, ils sont quand même super bien travaillés, même les méchants d'ailleurs. Ouais. Et les Mossers, toi qui du coup ne connaissais pas trop ces personnages, enfin le background des Tortues Ninja, t'as pas trouvé ça trop ridicule le concept de ces robots? Moi j'aurais pas aimé me retrouver dans les égouts avec eux. Non, franchement, ça me paraissait logique vu qu'ils étaient dans un labo et qu'ils travaillaient sur des trucs, ça m'a pas. Non, justement, ça m'a pas paru ridicule, c'était un peu genre logique qu'ils amènent de la technologie là-dedans, quoi. Ouais, ok. Toi, Fab, qu'est-ce que t'as pensé de ce parallèle avec le premier tome et de cette construction de toute l'intrigue qui est plutôt organique au final? Bah, tout a été déjà un petit peu dit. Après, moi, je vais revenir sur ce que Roméo a expliqué, où Tom Waltz laisse des petites pièces à droite à gauche. Et en fait, à la relecture, je me suis aperçu que
les personnages, déjà rien que dans le tome 0, Old Hob et le personnage qu'on va voir après, bon, de toute façon, c'est pas du spoil, hein, c'est la fin du tome, mais le personnage de Slash, Ouais. on les voit évoluer dans ce premier tome 0 entre la première fois où on les voit et la fin. En fait, on voit que ils évoluent intelligemment. Je veux pas trop en dire parce que du coup ça a un peu d'importance plus tard dans la série, dans les prochaines, enfin dans les tomes suivants, euh, notamment après avec le City Fall et les numéros après. Mais on les voit grandir intelligemment. Et Old Hob est la première menace dans le premier tome. Après, il devient un larbin. Après, il en a marre. Et il trouve une solution pour évoluer. Et c'est toujours bien amené, comme Roméo disait, avec des petits trucs laissés à droite à gauche dans les chapitres précédents qui, mis bout à bout, amènent à quelque chose d'ultra construit, quoi. On n'a pas une construction où il nous a fait un premier arc pour présenter, c'est terminé, on passe un deuxième arc, et voilà, ça en oubliant le premier, et ensuite un troisième. On a vraiment cette évolution, et tout se lie ensemble. C'est pas, voilà, c'est pas des arcs pris l'un après l'autre. Ouais. Ça sera peut-être moins le cas avec le tome 1 d'ailleurs, avec les neutrinos, mais pour l'instant, ouais, Oui. en tout cas, ça marche comme ça. Ouais. Juste pour revenir sur un dernier point sur les Mausers, justement, qu'on voit dans ce chapitre-là, moi j'ai trouvé super cool et j'ai pas eu le même sentiment d'espèce de robot ultra menaçant et tout. Par contre, ils m'ont apporté une autre sensation, celle d'une menace par le nombre plus qu'une menace par le danger. Je sais pas si je suis clair Ouais, si, ouais. Oui. dans le truc, mais du coup, avec le trait de Duncan, j'ai eu voilà, cette impression des tortues qui sont acculées et esselées parce que les Mausers arrivent non-stop, 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 et le danger venait plus de là plutôt que du robot tueur Dixit. En fait, dans les premiers, c'est un peu les Mausers, c'est le Terminator des Tortues Ninja en modèle réduit. Alors que là, en fait, non, j'avais plus l'impression que c'était vraiment la technologie et le nombre qui faisait qu'il y avait ce sentiment d'oppression. Les deux m'ont apporté un sentiment différent. Du coup, pour moi, c'est un ennemi qui a de sa valeur, entre guillemets, parce que j'ai ressenti quelque chose aux deux itérations, quoi. Ouais, ok. Pour rebondir sur ce que disait Roméo sur le fait que les histoires s'enchaînent assez facilement, en fait, dans tout ça, l'arc d'après, qui doit constituer, alors là, je spécule, hein, mais qui doit constituer le tome 3 en tome soleil et le tome 3 en VO, parce que moi, je les ai en single, donc c'est un peu plus dur à savoir. C'est pour moi ce qui a donné encore plus d'ampleur à la série. Pour moi, c'est là qu'elle a commencé à décoller, de mon point de vue. C'est le moment où on va commencer à avoir une vraie confrontation avec le Foot Clan et l'arrivée de Karai et l'arrivée de Shredder. Et la savate. Et la savate, ouais, qui commence par ça, ouais. Et du coup, une vraie montée en puissance et une confrontation entre Splinter et Shredder qui doit correspondre quasiment à numéro 11 ou 12, donc aux 2 tiers à peu près du tome 0 en VF. Pour moi, c'était grosse branlée. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Tiens, Fab, si tu veux, reprends la parole là-dessus. J'ai trouvé ça assez lourd de tomber là-dessus assez tôt au final dans la série. Je l'attendais plus tard, ça. Pareil. Alors, on en parlait tout à l'heure, justement, des premiers ninjas qui arrivent quasiment dans les premiers chapitres. Et pour moi, on les avait vus là, et c'est un élément qui reviendrait dans la série, mais plus tard. Et là, comme tu dis, on les voit arriver très tôt, et avec de l'enjeu, des personnages charismatiques, notamment cette planche où Shredder arrive, je crois, à la fin du chapitre d'intro, quelque chose comme ça. On a Karai également qui, dès le début, est introduite et a une vraie personnalité et une vraie place. Et c'est dynamique que ça un peu plus. Et moi, j'ai adoré les combats qu'on met en place, justement, avec la savate et tout. Et ouais, je m'attendais pas aussi à les voir aussi vite.
et à ce que en fait, leur rôle va être aussi important que celui des méchants des précédents tomes, en fait. Parce que eux vont avoir leur motivation de leur côté quand il va se passer en fait d'autres choses pendant que eux ont leur motivation. Et le tout va converger vers les tortues qui vont devoir faire face à tout ce qu'elles ont déjà rencontré, plus tout ce qui leur arrive. Et je trouve ça assez malin en fait, parce qu'on a aussi le retour avec Shredder, donc Orokusaki, et Splinter Hamato Yoshi, qui nous refait le lien avec le chapitre 5 et la réincarnation dont on parlait tout à l'heure. Et ça, en fait, on nous a présenté avec le chapitre 5 cet antagonisme entre Splinter et Shredder via la réincarnation et ce qui s'est passé dans le Japon féodal. Et on nous l'introduit, mais on nous l'a pas remis direct. Il se passe d'autres choses parce qu'il faut que la relation, Kazé continue de s'intégrer, April aussi, que la famille continue de se reconstruire pour mieux se faire détruire, évidemment. On a le Baxter qui arrive. On nous amène petit à petit. Finalement, ce sont que c'est des étapes pour nous apporter, pour nous amener à cet affrontement qu'on sait que l'on va avoir, ce premier affrontement que l'on va avoir, Splinter Shredder, parce que on n'a pas vu Splinter encore. Vraiment en action. Oh, il était vraiment là comme une figure paternelle et un mentor quoi avant. Et là ça commence à taper. Et là on se prend une claque quoi. Quand Splinter il commence à se battre, et là encore le dynamisme qu'apporte Dan Duncan sur ce combat là, on ressent vraiment une puissance maîtrisée, surtout. Il est pas là juste pour tout casser, il est là pour faire mal, pour survivre face à tous les ennemis qu'il va devoir affronter, et en sachant bien que il y a un boss de fin à la fin. Ouais. Et le boss de fin c'est Shredder. Et puis la manière dont la rivalité va être ravivée en fait, tu le vois, enfin tu te doutes que ça va arriver, mais de la manière dont c'est amené, c'est super bien foutu en fait, parce que petit à petit dans le combat, comme tu dis avec le boss final, Shredder il va s'apercevoir que Splinter c'est peut-être pas juste un ennemi lambda, de par ses aptitudes, de par la manière dont il va avoir de se combattre, et je trouve que ça apporte vraiment tu vois, ça ranime en fait cette animosité que l'un avait envers l'autre, et j'ai trouvé ça super bien fait de la manière dont c'est amené. Moi, ce que je trouve d'autant plus intéressant, c'est ce que ça crée par la suite en plus, avec le fait que Shredder, s'étant rendu compte de qui était Splinter et qui étaient les 4 tortues, commence à vouloir Leonardo justement dans son camp en tant que chef de guerre. Et du coup, c'est le teasing de Cityfall par la suite. Je trouve que cet angle, je m'attendais pas à ça de la part de Shredder en fait. Cette espèce de respect de l'opposant qui est cette volonté d'intégrer l'opposant parce que c'est un fier combattant en fait. Puis la manière dont ils se rendent compte que en fait oui, Hamato Yoshi s'est réincarné, et là les deux se rendent compte que en fait son ennemi aussi s'est réincarné, et ils se retrouvent là en même temps. Et que vu qu'ils croient, c'est des personnages qui croient en leur destin, dans le destin aussi, hein. À partir du moment où il y a de la réincarnation, où il y a ce genre de considération, il y a des sortes il y a la destinée qui rentre en jeu. En fait voilà, c'est le destin, ils doivent se réaffronter, et voilà quoi, c'est construit petit à petit, et moi j'ai trouvé ça très intéressant. Et ça a des impacts jusqu'au numéro 100 justement. En plus. Et pour le coup, Shredder, c'est bon, je me suis rendu compte qui c'était, je pensais qu'on allait avoir il va avoir une certaine loyauté, et il oublie la loyauté, c'est tuer-le, je veux plus le voir quoi, ça lui ravive aussi des douleurs. Oui, pour autant, moi j'ai bien aimé que
justement les tortues, elles doutent un peu quand même de cette réincarnation. Elles Ouais. sont pas tout de suite en mode ah oui bah oui on est Surtout les esprits Donatello, ouais. Oui, surtout Donatello, on est les esprits réincarnés du Japon féodal de je sais pas quelle année. Ouais non, lui il est beaucoup plus sceptique et je trouve ça bien de bon après c'était un peu lui parce qu'il est cartésien mais c'est quand même bien d'avoir un ou deux personnages qui comme le lecteur vont se dire ouais c'est pas un peu gros là quand même et en fait qui se disent au bout d'un moment bah non en fait c'est trop probable et c'est super. Justement, ça c'est bien amené aussi, je trouve. Qu'il y ait quand même un ou deux personnages qui doutent de cette réincarnation, quoi. Bah, et ça permet en plus d'avoir, enfin, de montrer des différences entre les différentes tortues, puisqu'il y a un dialogue qui suggère que Leonardo, il a eu des visions de cette vie antérieure en fait. Il savait pas forcément que c'était ça, mais il se rend compte que ce qu'il a vu, c'était des visions de son passé, quoi. Et ce que a priori les autres n'ont pas vu pour l'instant. Mais après, comme tu le disais juste tout à l'heure, en fait, Shredder se rend compte que Hamato Yoshi s'est réincarné, mais pas que, parce qu'il se rend compte du coup que ben, ses enfants aussi, et il jette son dévolu en fait sur Léo, parce que il a ses souvenirs. Donc d'un côté, tu sais pas s'il veut mettre un terme à ses souvenirs ou s'il veut juste euh, assouvir, tu vois, son espèce de vengeance qui resterait vraiment une sorte de chef-d'œuvre maléfique, quoi. Et je trouve que cette dualité, elle est bien posée au niveau du personnage de Shredder, juste en plus en un seul chapitre, hein, vraiment. Mm. Sur la suite, sur la fin du tome 0, on a mentionné son nom tout à l'heure, on va avoir l'arrivée de Slash. Donc qui est teasé comme la conséquence des études de Baxter pour essayer de reproduire l'expérience avec du sang de tortue et qui va être un premier adversaire, enfin un autre adversaire monstrueux, mais un premier gros adversaire pour les tortues. Moi, je me suis... Et le développement des mutants. Et le développement des mutants, ouais. Moi, je me suis rendu compte que j'avais vraiment adoré ça à l'époque et j'ai vraiment réadoré à la lecture. Cette fin de tome 0, pour moi, elle est assez parfaite. Notamment dans le traitement du coup de Slash et de Leonardo dans son combat contre Slash et les conséquences que ça a pour lui. Et les conséquences que ça aura du coup plus tard, c'est encore du foreshadowing de ce qui va se passer par la suite. Tu connaissais toi Slash, Margot, ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Et encore une fois, c'est un personnage que je trouve super triste. Ouais, bah oui, bien sûr. Ouais. Bah, surtout qu'on sait vers quoi se dirige Oui, l'histoire. Mais ouais, dès son introduction, c'est juste un animal de laboratoire qui a pas oui, c'est ça. la même intelligence que les autres, quoi, malheureusement. Oui. Et qui va être un peu le faire-valoir de plein de gens. Mm. Ça pourrait être le porte-étendard de la cause mutante, même dans ce qu'en est aujourd'hui chez IDW Mutanton. Il est un peu aux origines de tout ça. Lui. Il est clairement aux origines de tout ça, même. Vas-y, Roméo, je te laisse t'étendre épandre ton amour pour Slash. Bon, mon amour pour Slash, non, moi je suis plus team Pigeon Pete. Ah oui, ok. On est Donc, tous, non, mais les deux vont ensemble. on Hein. est tous Pete, un C'était peu une dans notre super cœur. équipe, les deux. On est tous Pete. Non, mais là, ce quatrième arc, on a je sais plus, c'est là où, non, le Purple Dragon, il est déjà arrivé, donc c'est passé. On n'a pas parlé de ce côté street avec Angel, enfin la rencontre avec Angel et du coup le team up. Purple Dragon. Ouais, Ouais. le team up pour aller casser du ninja, quoi. C'est que dans ce tome, on n'a pas seulement Slash, on n'a pas seulement l'arrivée de Slash en nouveau personnage, parce que je ne voulais pas dire méchant, hein, c'est pas juste un méchant. On a aussi le coup de sang de Raphaël et de Splinter, où Kazay il s'est fait taper dessus et t'as Raphaël qui pète un câble pour aller s'occuper de son père. Et Splinter qui va faire face donc à Hun en le menaçant avec un saille sous la gorge, hein, littéralement, pour faire comprendre à Raph que il n'est plus tout seul dans la rue. Et voilà, on est toujours dans cette construction de la famille. On a la déconstruction de la famille de Kazay et Hun d'un côté,
et la construction de cette de la famille Amato en même temps en parallèle, parce qu'ils intègrent réellement KZ dans la famille, c'est pas un allié. Il y a eu cette volonté vraiment je crois il dit vraiment qu'il est un membre de la famille, hein. Bah, de toute façon, c'est un thème récurrent de l'ongoing jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et en parallèle, on a Shredder qui, au contraire, prend ses distances avec Karai. Karai, on nous l'a présenté rapidement comme un membre important du Foot Clan, et rapidement, là, on a cette cassure avec Shredder, et on se dit, si la famille se construit d'un côté, ça se déconstruit de l'autre, c'est qu'il va se passer quelque chose. On va pas en rester là, et donc on a la Shredder qui dit rapporte-moi Leonardo, tu n'es plus digne de moi, il me faut un autre second. Et cette construction de la famille parfaite, unie, soudée, qui se fait d'un côté, ne peut pas être éternelle, justement. Et on nous le présente tout de suite, il y a un équilibre qui est trouvé, mais il est très fragile. Le fait que le thème de la famille ressorte beaucoup de ces premiers numéros, c'est assez symbolique, puisque c'est vraiment le thème de toute la série, et que au fur et à mesure des 100 premiers numéros, on aura chacun des différents frères qui va à un moment ou à un autre quitter le groupe pour une raison X ou Y. Et au début, c'est plutôt Raphaël qui est pas là de facto et qui va réintégrer le groupe. Mais oui, c'est une des grosses thématiques de la série, et la construction de la famille au sens large, avec les recrutements l'arrivée des seconds couteaux au fur et à mesure de l'intrigue. On a mentionné Alopex tout à l'heure, mais l'intégration d'Angel, l'intégration plus tard de Jenica, tout ça se fait de façon hyper émouvante, et on a vraiment un groupe qui se fait au fur et à mesure. Et puis de l'autre côté, on a aussi les Mutanimals qui ont ce même principe, qu'on n'a pas encore découvert dans l'ongoing à ce moment-là, mais qu'on verra par la suite. Pour moi, je crois que quand on a lancé le podcast, c'était comme ça que j'avais résumé la série. Pour moi, c'est vraiment une histoire de famille et de vie de famille sur le long terme, quoi. Ouais, ce tome-là, un petit peu, c'est c'est le tome des émotionnellement instables, tu sais. Parce que tout se tourne sur des personnages, en fait, qui sont en colère ou qui gèrent pas leurs émotions. Que ce soit Slash, qui au final est en colère tout au long de cet arc. Raph qui est à fleur, et quand il voit Kazé revenir, qui pète complètement les plombs, et on voit Splinter qui est à la limite de dépasser les bornes. Alors oui, Splinter est dans la maîtrise, mais c'est volontaire, et du coup on a vraiment ce côté, en fait, pour resserrer les liens, il faut parfois arriver à franchir la limite, tu vois, pour faire garder la tête froide. Et moi j'ai adoré ça, et à la relecture, moi j'avais pas le souvenir que Slash avait cette personnalité aussi simplée, en fait, au début de l'histoire. Ouais, c'est vrai. Et c'est de là que tout à l'heure je parlais justement de Hob à qui il arrive une petite mésaventure, se retrouve avec Slash dans ce tome, et vont évoluer tous les deux, parce que Hob, il est pas si bête que ce qu'il laisse paraître, quoi. Et les choses qui ont été laissées au début de la série, comme Roméo disait, par Tom Waltz, on voit quels impacts et quels effets elles ont dans ce numéro, et quels effets elles ont et elles auront dans les prochains à partir de ce numéro. Parce que ça nous laisse entrevoir, ça nous tease un petit peu ce qui va arriver, quoi. Mais encore une fois, c'est plutôt bien fait, parce que moi, je suis d'accord, pour moi, c'est résumé aussi que c'est quand même beaucoup centré autour de la famille, mais c'est aussi du coup très urbain, et du coup, au final, cette famille, c'est un peu la famille de la rue. C'est qu'ils recompose avec les gens qu'ils trouvent au fur et à mesure. Parce que même bon, je dis pas que c'est un membre de la famille, hein, mais même Woody, là, le pizzaiolo, là, pizzaman, c'est super triste. En fait, au final, c'est un peu leur famille de la rue. Et comme c'est quand même super centré sur New York et tout ça, je trouve que c'est encore une fois, c'est bien fait, quoi. C'est qu'on se rend compte que c'est la famille de eux, de leur réincarnation, mais la famille qui se construise avec les gens autour d'eux, quoi.
Ah, j'ai trouvé ça d'autant plus triste, le côté Woody, c'est qu'en plus, il nous est présenté comme... Enfin, leur relation avec Mikey, c'est vraiment Mais oui! hyper simple, hyper naturel et hyper émouvant. Et du coup, le fait que ça se brise, ça fend vraiment le cœur, quoi. Moi, ça m'a refait mal quand je l'ai relu tout à l'heure, parce que j'ai tout relu Ah oui, moi aujourd'hui. aussi. Oui, bah c'est triste. Ouais, Alors, bon, on sait que par la suite, ils se retrouvent, mais ça fait vraiment mal quand même. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose sur ce tome 0 avant qu'on enchaîne sur le tome 1? Au niveau remise à plat des anciens persos et intégration de nouveaux persos, vous trouvez que ça s'équilibre bien? Oui, Oui, complètement. d'ailleurs, en fait, juste avant de faire la transition avec le tome 1, je trouve justement que on nous prépare au moment où on fait connaissance avec Baxter et où il prépare ses Mausers pour le compte du général Krang. Mhm. On a droit à un petit flashback qui nous présente très succinctement sur 1 ou 2 pages une guerre que le général Krang est en train de mener. Ouais, les neutrinos sont présentés, ouais. Exactement. Et en fait, là, on a déjà un prémisse de ce qui se passe, enfin, de ce qui va se passer dans 5 tomes. Mhm. Enfin, dans 5 tomes, au tome 5. Et du coup, je trouve ça assez fou qu'au final, il y avait déjà toute la base dans les 4 premiers tomes, en fait, au final. Mhm. Mais déjà dans le numéro 1 même, tu as la mention à Krang et à Burno Island qui est super importante dans la suite jusqu'au numéro 50, quoi. Ouais, complètement. Donc c'est pareil, le foreshadowing, enfin, c'est là que je trouve que c'est Il est vraiment... constant. Il est moi à mes premières relectures, j'hallucinais quoi. Même ma première lecture, j'étais en train de me quand je lis au fur et à mesure, c'était ah mais attends mais ça on l'a vu avant. Ah mais ça on l'a vu avant. Et quand je l'ai relu pour la première fois, là tu te dis ah ouais mais il a vraiment planté ses graines, il a fait du foreshadowing tout le long quoi. Mm. Bon, du coup, en résumé, ce tome 0, vous le conseillez? Oui, complètement. Oui, sauf que Sauf maintenant, qu'il il est faut le introuvable pour trouver. l'instant. Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais si je ne m'abuse, ça a été mentionné qu'il allait ressortir, hein. Alors, on n'a pas de date encore, Oui, mais là, c'est ça. Il y a pas de date. En plus, je pense que la situation fait que c'est plus dans les priorités actuelles. ouais, mais Hein. c'était dans les cartons, hein. Ils avaient l'intention Voilà. de le rééditer. Et je pense que le jour où ça sera où ça sera réédité, on le saura bien. Oui, il y a des Voilà. chances. Mais ce que je veux dire, Voilà. c'est si jamais vous voulez absolument lire ça et que vous n'avez pas envie enfin, allez pas dépenser 75 € ou 120 € pour acheter un tome 1, un tome 0. Attendez que ça ressorte, vous y gagneriez. Parce que c'est quoi? C'est une cinquantaine d'euros, je crois, qui coûtait le tome 0. Ouais, 49. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça sert à rien d'aller se ruiner alors que ça ressortira à un moment, quoi. Et ben écoutez, transition toute trouvée par Margot qui nous parlait d'un tome très urbain jusqu'ici, puisque le tome 1 part ailleurs, part dans une autre dimension, pour nous présenter un tome plus SF, plus cosmique, avec la guerre des neutrinos et l'embarquement de nos 4 tortues pour aller se battre. Est-ce que quelqu'un veut nous présenter ce tome 1 sur globalement qu'est-ce que la guerre, qui sont les neutrinos, quelle est cette guerre et quel est le plot de ce tome qui représente 4 numéros en VO? Bon, je vais m'y coller comme Roméo a fait Vas-y. le tome 0. Sur le tome 1, on fait donc connaissance aux neutrinos qu'on a vu apparaître dans le tome 0 par-ci par-là. On sait assez rapidement dans ce premier tome que les neutrinos sont un petit peu les habitants d'une planète dont le général Krang a décidé d'envahir et eux sont un peu les résistants en gros. Et donc il y a une guerre qui a lieu entre les neutrinos et les Krang parce que les Krang ont utilisé toute la ressource de dose, enfin de mutagène de leur planète et ils sont en quête de nouvelles ressources pour créer un technodrome qui, à terme, est censé changer la composition d'une planète pour leur permettre de recréer une nouvelle planète dont j'ai oublié le nom, je suis désolé. Mhm. Utrom, ouais, la planète. Utrom, voilà. Du coup, dans ce tome, les tortues vont se retrouver au milieu
En fait, après, il va discuter avec Chet, qui est un peu son maître de stage dans le début du comics. Et à ce moment-là, pendant leur discussion, il y a des neutrinos qui vont se retrouver téléportés pour avoir besoin de l'aide du Fugitoïde. Et il s'avère que Chet et le Fugitoïde ne sont qu'une seule et même personne. Suite à une petite altercation, parce que les tortues veillaient un petit peu tapis dans l'ombre, elles se retrouvent téléportées sur la planète des neutrinos et vont devoir prendre part à cette guerre. Et heureusement que Mikey est là, parce qu'il sauve une jolie princesse. Du coup, on part sur un tome comme ça, où les tortues partent dans l'espace et vont lutter pour aider les neutrinos à combattre Krang. Donc on va en apprendre un peu plus sur Krang, on va en apprendre un peu plus sur le Fugitoïde, qui aura énormément d'importance plus tard, et sur les neutrinos aussi, et on en apprend aussi plus sur le mutagène. Dans le même temps, on apprend que Karai a été missionné par Shredder dans le tome 3 pour récupérer Léo, et qu'elle a un plan qui est plutôt bien mené, donc on a sa petite histoire en parallèle. Ok. Avant de donner la parole à quelqu'un, je tenais à dire que ça va être le tome sur lequel je vais pas me faire des copains. Parce que j'aime pas les neutrinos. Ça me saoule en fait. Dans les Tortues Ninja, les parties neutrinos, moi ça me saoule un peu. J'aime bien rester dans la street ou au Japon féodal, mais partir dans l'espace avec avec Zelda, tu vois, ça me passionne pas tellement. Zelda qui a des guns dans l'espace, Et du coup, ouais, je vous avoue que ce tome 1, là, je l'ai relu très vite, hein, et j'ai vraiment du mal avec. Voilà, sur ce, bah, je vous laisse la parole. Qui veut commencer sur ce tome? Bah, Margot, est-ce que toi, d'ailleurs, qu'est-ce que t'en as pensé, ne connaissant pas le background des Tortues Ninja à la base? Ça, c'est vraiment pas les parties qu'on connaît le plus quand on est à l'extérieur de tout ça. Ouais, bah moi je vais te rejoindre un peu, c'est pas mon tome préféré. En fait, j'aime bien dans le sens où, comme a dit Fabs, on en apprend plus sur Krang, plus sur la planète, plus sur le mutagène, plus sur tout le côté un peu qu'il y a derrière leur histoire. Mais c'est pas mon tome préféré. Déjà, le dessin, ouais, je trouve pas que le dessin ce soit le plus beau, quoi. Et effectivement, tout le truc dans l'espace, où on est quand même moins, je trouve, centré sur les relations entre eux et plus, du coup, sur les relations avec les habitants de cette planète-là, cette dimension. Ouais, c'est pareil, ça se lit très bien, c'est très chouette, mais c'est pas du tout mon tome préféré et je préfère aussi quand ils sont. En fait, moi, s'ils sont dans la dimension X, c'est pas de souci, mais c'est juste. Quand c'est pas centré autour de leur relation entre eux, ça m'intéresse un peu moins, quoi. Et là, ils sont juste un peu les faire valoir, enfin pas les faire valoir, mais ils vont plus être en support, en background, quoi, derrière, avec mon accent. Ouais, je suis assez d'accord, ouais. Ils sont plus en recul. Ce qui se passe, c'est pareil, on voit pas tellement Kazé April, sauf pour voir qu'ils s'inquiètent du fait qu'ils sont partis dans une autre, qu'ils ont été téléportés. Donc, ouais, c'est pas mon tome préféré, quoi. Mais il reste quand même clé parce que il apporte plein de trucs, hein. Ah bah, de toute façon, comme on le disait tout à l'heure, étant donné que tout est globalement lié, l'intrigue des neutrinos et du coup la guerre avec les Krang, oui, forcément, enfin, tout fonctionne dans l'ensemble, quoi. Donc tout a de l'importance en soi. Mais comme tu le disais, on se concentre plus trop sur les tortues, on est vraiment sur un autre truc. Moi, ça me branche pas des masses, ouais. Vas-y Roméo, du coup, toi, est-ce que tu vas contrebalancer un petit peu notre avis? Non, pas trop, hein. Très honnêtement, en tant que poster seul, cet arc-là, on le prend seul, il y a peu d'intérêt. Les éléments intéressants, c'est ce qu'ils apportent à l'histoire plus globale, à la plus grande échelle. C'est tout ce qui est construit pour apporter du crédit à Krang en tant que vilain. C'est pour moi ça le plus grand intérêt là, plus avec la présentation réellement du Fugitoïde. C'est Krang est un grand méchant qui conquiert des planètes. C'est pas un gars qui veut juste, enfin, c'est pas le Krang de la série animée, quoi. C'est Krang le Conquérant. Réellement,
C'est ça. C'est un conquérant, c'est quand le roi qui a la gueule atrophiée parce qu'il s'est fait casser la gueule par Krang. C'est la vie, c'est normal. C'est juste une étape pour lui. Après, ouais, les neutrinos, déjà leur design, je suis loin d'être fan, mais j'aimais déjà pas dans la série animée. Mais voilà, le côté cosmique, pareil, moi la première lecture, je n'étais pas trop au courant de ce que c'était, enfin ce côté cosmique là des tortues ninja de base. Ouais. Et de base, en plus, je suis vraiment pas fan de tout ce qui est cosmique, interdimensionnel, tout ça, c'est pas ma plus grande tasse de thé. Les personnages, je les trouve pas forcément intéressants, que ça soit la princesse ou ses deux acolytes, Dask, je crois, commandant Dask, et l'autre. Ouais, c'est moyen, quoi, mais si on prend dans l'échelle globale de ce qui est construit, bah c'est une pièce c'est une pièce utile. Et ça reprend des thèmes qui étaient chers quand même à Eastman et Laird, qu'ils ont absolument voulu développer sur Par leur contre, série oui, originale. C'est pareil, on n'a pas encore de voyage dans le temps, mais on en aura plus tard, des choses comme ça. Il y a vraiment des éléments SF qui voulaient être mis, quoi. après avoir découvert les comics originels de Mirage, j'ai eu une lecture différente de cet homme-là. Je ne l'ai pas aimé non plus. Je me suis pas dit, ah, en fait, c'est trop bien, c'est génial, ça nommage tout ça. Mais j'ai compris pourquoi il était là. Qu'est-ce qu'il faisait là aussi. Alors qu'au début, ma première lecture, c'était un peu plus compliqué. Mais voilà, c'est une pièce utile. C'est sûr qu'en tant que numéro 1, c'est un tome 1 pour vendre une série, c'est compliqué. Enfin, ça, je Margot pourra nous. Voilà. C'est pas le tome le plus accrocheur. Donc c'est sûr que de commencer par ça, je peux comprendre que des gens puissent avoir du mal avec la série et se dire je ne vais pas continuer. Donc c'est pour ça que oui, faut essayer au moins le tome 2 parce que ça vaut le coup. Ou si on a commencé avec le tome 0, bah, le tome 1 c'est une parenthèse utile, pas la plus intéressante, mais voilà, hein, c'est comme quand en Noël on doit passer voir la tata qui fait des bisous avec la moustache. C'est pas l'étape la plus intéressante, mais il faut le faire. Ok. Toi, Fab, est-ce que tu sauves ce tome, Fab? Ah ben, alors, j'aurais pu répondre comme vous, et à la relecture, j'ai plutôt apprécié ma relecture, bizarrement. Surtout pour les détails que je disais tout à l'heure. En fait, le fait d'avoir enchaîné avec le tome 0 et le tome 1, et sachant ce qui arrive après, j'ai fait plus attention en fait aux détails qui amènent au tome 2. Et du coup, j'ai trouvé que, bon, évidemment, c'est pas un tome que je recommande pour commencer la série, mais je trouve que c'est un tome qui apporte quand même, ne serait-ce que la manière dont Karai va agir. euh, Moi, j'ai trouvé que, comme disait Roméo, la mise en abîme un petit peu de Krang, de ses intentions, et de le positionner en grand méchant, vraiment d'y donner un rôle de premier plan, ça, ça a l'intérêt pour moi, voilà, ce tome a cet intérêt-là. Et pour Fugitoid aussi, mais parce que j'ai un affect pour le Fugitoid, parce que je Ouais. trouve ce personnage assez cool. Moi, voilà, j'ai passé vraiment un bon moment à la relecture, plus que le souvenir que j'en avais. Mais c'est ma troisième relecture de ce tome. Donc je trouve ça un peu dommage de devoir... voilà, enfin même quatrième, parce que je l'ai lu en VO aussi. Donc le lire 4 fois pour l'apprécier, du coup je peux pas le conseiller, je peux pas dire que c'est un bon truc. Voilà, à la quatrième relecture, c'était sympa. Donc Mais au final, ce que tu as préféré dans le tome, c'est ce qui n'est pas au cœur du tome, quoi. C'est ce qui reste dans la exactement, street sur ouais, Terre. ouais. Voilà, ouais, ouais, complètement. Et comme tu disais, la princesse Zelda avec les pistolets, c'est bon quoi. Bah écoutez, je pense que notre avis est globalement fait hein, sur ce tome. C'est pas un grand tome. Moi, enfin, du coup, deux questions s'en suivent. La première qui était une question de Roméo, qui est est-ce que au final, c'est pas le pire tome de l'ongoing, ce tome 1 moi, ma réponse, je vous l'ai dit tout de suite, c'est oui.
Je sais pas ce que vous en pensez. Si. Ouais. Mm, mm. Roméo, pareil. Je suis en train de réfléchir à tous les autres. Bah franchement, j'en vois pas un seul qui soit en dessous de ça. Ouais. Et Fab, t'en vois un autre toi en dessous ou... Ouais, non, je suis en train de réfléchir aussi, et là, comme ça me vient pas. Ouais. Donc, Mais moi, comme j'ai l'impression que ça monte en puissance, non, franchement, je pense que c'est... Bah peut-être dans le futur, on n'est pas à l'abri, mais... peut-être le tome qui suit le numéro 50. Mais je pense que j'ai cette impression parce que le numéro 50 est un turning point pour la série. Ouais. Et du coup, le C'est tome quoi qui d'après... suit directement le 50 ? Mikey qui va avec les Mutant Animals. Parce qu'il a Ouais, parce que la direction du Foot Clan et de la famille ne va pas dans la direction que lui il pense. Ouais, bah moi j'aime bien tout ça, moi. Ouais, mais du Déjà, coup, en parce fait, que comme Mikey- ça monte, comme la série monte, et il y a un vrai gap au numéro 50, le tome qui suit redescend, on est Ouais. plus... Tu vois, il y a plus un peu l'apogée de ce numéro, mais je pense que c'est plus dû au numéro qui précède que là, le numéro 1 qui est le plus faible. On va pas se mentir. Là, comme ça, je te dirais que c'est le plus faible. Ouais. Et du coup, ma deuxième question, elle va se tourner principalement vers toi, Margot. Comment tu fais quand tu dois conseiller les Tortues Ninja aux gens, sachant qu'actuellement il n'y a plus de tome 0 en plus. Est-ce que tu leur conseilles de commencer par le tome 1 ou est-ce que tu les mènes vers quelque chose d'autre ? Ben, en vrai, même le tome 0, s'il avait été encore dispo, c'est difficile de conseiller un truc à 50 balles pour commencer une série quand même. Ouais. Les gens, s'ils connaissent, ils peuvent se laisser guider, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même compliqué. Non, moi en vrai, je dis aux gens de commencer par l'histoire secrète du Foot Clan. Mhm. Plus que de commencer par le tome 2, moi c'est plus celui-ci parce que déjà c'est par celui-ci que j'avais commencé moi et que ça m'avait beaucoup plu et que je me dis que du coup moi qui n'y connaissais rien, bah, si moi ça m'a plu, ça peut faire la même chose aux autres. Mhm. Et comme on revient sur leur histoire, que c'est très beau, que c'est très ambiance ninja, Japon féodal et tout ça, je trouve que c'est quand même un des plus accessibles, un des plus entraînants que vraiment le tome 1. Ou alors, je l'ai déjà fait, hein, j'ai conseillé le tome 1, il y a plein de gens qui ont conseillé le tome 1, mais en général, je leur dis de repartir avec le 2, parce que je veux pas je leur dis Ouais. vraiment de pas Les deux s'arrêter d'un coup, au quoi. tome 1. Ouais. Bah, en gros, à chaque fois, j'ai l'air d'une grosse hystérique qui raconte toute l'histoire, mais je leur explique le contexte avec les 4 tomes précédents, je leur dis que du Mhm. coup, c'est pas vraiment un tome 1, qu'il faut pas s'arrêter là, donc bah, je le présente jamais, je leur prenais les Tortues Ninja au tome 1, et c'est tout. Mhm. Parce que ce serait trop, je pense que ça mènerait trop au fait que des gens continuent pas la série. Mhm. Tu veux dire que tu fais un vrai travail de libraire. Ah bah, j'essaie. Non mais c'est bien. Mais après, je sais qu'éditorialement, ça aurait coûté plus cher, mais moi, j'aurais aimé qu'ils rééditent les 4 soleils séparés, en fait. Ouais. Pour moi, c'était trop tard, en fait, parce que c'est plus facile de sortir un tome 0 qu'un tome -1, -2, -3, -4. Mhm. Mais le problème, c'est que c'est quand même les origines, moi, je les trouve super. Pour moi, c'est le point de départ, et c'est le point de départ, en fait, de toute façon. Et un truc à 50 €, même... Ouais, c'est plus Enfin, pour difficile à commencer une vendre. série, c'est compliqué quand même. Donc là, en plus de la rupture, moi, enfin, j'en ai vendu quelques-uns, hein, c'est pas le truc, mais je l'ai vendu à ceux qui connaissaient déjà la série, quoi. Mhm. Je pense que quelqu'un qui voudrait commencer les Tortues, je sais pas si il se risquerait à faire une dépense de 50 €, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça l'histoire secrète du Foot Clan, ça, je trouve que ça fait bien la transition. Mhm. Puis c'est pas le genre de truc où tu peux faire une opération, acheter le tome 1, vous avez le tome 0 gratuit, quoi, du coup. Non, pas trop. Ça marche pas trop. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter dans l'ensemble sur ces 2 tomes ? Est-ce que vous vouliez explorer d'autres trucs ? Alors, ouais, moi j'ai juste un petit truc à dire. Je suis un tout petit peu déçu que, avec la réédition du tome 0, quitte à refaire un gros tome en intégrale, ils aient pas intégré les mini-séries. Malgré qu'elles soient sorties en feuillet pour le FCBD, en truc Cultura et je sais plus quoi. Mais tout le monde les a pas eu, ça a été compliqué, voilà. Attends, je te mute parce que t'as dit malgré que. Tu peux Et reprendre. donc, Non, mais le pauvre, il comprend pas. Ah, on dit pas malgré que. On dit bien Non, que, je sais. on dit malgré le fait que, on dit pas malgré que. je gagnais du temps. Voilà. Du coup, comme tout le monde ne les a pas eus,
voilà, j'aurais aimé qu'elle soit intégrée en plus dans l'omnibus parce que ça apporte vraiment, je pense notamment la mini sur Léo où il y a un lien avec l'ongoing. Enfin, clairement, toutes les mini-séries du début ont un lien avec les premiers tomes. Voilà, j'aurais aimé. C'est un truc qui manque, à mon sens, vraiment. Bah, je suis assez d'accord qu'en fait. Mais du coup, j'ai aucun. C'est une bonne question, on va peut-être en reparler, mais j'ai aucun idée du statut des micro-séries et mini-séries en VF actuellement. Je sais pas ce qui a été publié ou non. Il y en a eu 3 qui ont été publiés. Toutes Pour sauf Donnie. FCBD et Canal BD et Fnac, je crois. Ouais. Non, Canal BD, pas encore. Ah, d'accord. Je crois que d'ailleurs, c'est la prochaine. C'était Cultura, Ok, donc Fnac je savais plus le et détail FCBD. de où. Et en gros, les prochaines. Enfin, je sais pas si c'est la Donne qui n'est pas encore Oui, sortie. c'est ça. Je sais pas s'ils vont le faire en seul ou ce sera tout en crowdfunding. Donc en financement participatif dans notre langue, parce que c'est difficile à sortir éditorialement ça seul, hein. Ça on peut le comprendre. Ça devait être prévu normalement pour le printemps dernier. Bon, après il y a eu une petite merde qui nous est tombée dessus, qui a changé les plannings de tout le monde, et notamment les plannings éditoriaux des gens et des éditeurs. Et donc là, la dernière fois que j'ai vu que Sullivan en parlait, ça devait être, et je crois qu'il annonçait le printemps prochain, qu'il y avait des choses à régler encore. Donc faut être patient, ça va arriver. Et Oui, voilà. j'espère juste que ce C'est sera tout ce avec qu'il faut Canal dire. BD, quoi. Parce que bon, les offres Fnac et Cultura, voilà. C'était Fnac et Cultura et le FCBD. Ouais. Ok. Donc est-ce que la Donatello sortira également en floppy avec Canal BD et avant d'avoir un recueil des 4 où on aura tout de suite le recueil des 4, ça je sais pas, je m'avance pas. L'éditeur fera communiquera dessus en fonction. Voilà, c'est pas aucune information là-dessus. Moi, je veux Oui, mais la on sent donne. tous que si Fab, il a pas son Donnie, il va péter un câble. Mais il a raison. J'ai déjà, tu dois l'avoir en anglais. Oui, je l'ai en anglais avec la variante. Mais il est complétiste. Oui, mais ça, surtout qu'il y a de fortes chances que ces singles VO viennent de chez moi en fait. Ben, les donnes, les variantes des donnes, c'est grâce à toi. Mais ouais, je suis assez d'accord que c'est un peu dommage de ne pas avoir publié tout ça dans des vrais recueils. Et que, quitte à ne pas faire un tome 0, ils auraient pu en fait ne pas nommer ça tome 0 et faire une sous-série aux origines ou un truc comme ça et en sortir 3 ou 4 pour un peu réduire la charge du prix à l'achat et surtout placer les micro-séries parce que elles ont une certaine importance quand même et elles sont référencées en plus. Elles sont toutes référencées au cours des tomes 1 et 2, enfin 0 et 1. On référence tout ce qui s'est passé dans les micro-séries quasiment, quoi. À la IDW Collection. Ouais. C'est ça. Et du coup, ouais, c'est un peu dommage. Mais bon, ça devait être compliqué quand même. Je vais pas leur retenir rigueur. Je pense qu'il n'y avait pas de bonne solution. Il y avait pas de solution qui aurait contenté tout le monde dans tous les cas. Donc. C'est mon côté fanboy hardcore qui aurait voulu ça. C'est peut-être pas non plus. Voilà. Mais il y a un autre point aussi, j'y pense là tant qu'on parle, c'est que la traduction a été entièrement revue pour le tome de iComics, comparé au tome Soleil. Ah oui. Une question de droit du coup. Alors ça, je pourrais pas te dire parce que en fait, j'ai fait la lecture avec les deux, ma relecture du tome 0 avec les tomes Soleil à côté, pour comparer un petit peu. Alors ça, des fois, ça se joue à pas grand-chose, mais tu sens qu'il y a eu une retraduction derrière et des termes qui ont été repris. Il y a des petits jeux de mots qui ont changé aussi, des petites choses comme ça. Mais ouais, il y a eu un vrai travail. Ils n'ont pas juste repris ce qui avait déjà été fait. Ouais, bah, ça peut soit être une question de droit, soit une question de cohérence pour la suite en fait, puisque après j'imagine qu'ils sont restés avec les mêmes trades. Oui, ou alors ils devaient réadapter coup, vu que c'est sorti avant. Ouais, mais s'ils n'avaient pas le même traducteur que Soleil, bah, c'était pour la suite, c'était logique de la changer pour le début, quoi. Ça me paraît pas incohérent en effet, ouais. Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter ? Non. Non. Eh ben écoutez, je vous propose de conclure. Alors, je vous remercie beaucoup pour votre participation à ce podcast. Margot, est-ce que, parce que d'ailleurs, oui, on n'en a pas parlé dans ta présentation au début,
J'imagine que ta librairie est fermée actuellement. Vous faites du click and collect peut-être pour les Oui, lecteurs. Ouais. oui, on passe par Place des libraires, donc Ok. qui référence les stocks des librairies indépendantes. Ouais, je vois. Ouais. Et ben, n'hésitez pas à aller commander sur Place des Libraires pour la librairie la plus proche de chez vous. Hein. Je te cache pas que tout le monde va pas commander chez toi du coup. Mais, Non, j'imagine. mais merci en tout cas pour ta venue. N'hésite pas à revenir Merci, quand tu veux. Et puis c'est gentil. les gars, on se retrouve très bientôt pour parler du tome 2 dans notre numéro 6 du tome 2 des volumes classiques qui sort au moment où vous écoutez ce podcast. Le tome 2 sortira en fin de semaine, je crois, ou de semaine suivante. Donc on se retrouve très bientôt. Et puis Et il a un titre en rouge. et avec un titre en rouge, bien sûr, c'est très important. J'espère que les gens comprendront à quel point c'est important quand ils auront une collection unie. Je crois qu'on en parle à chaque podcast. Hein. C'est le Oui, running mais moi, gag, ça, tu sais. ça me choque. Ça me choque de l'avoir derrière moi avec des titres en blanc à partir du 2. Voilà. Et bah écoutez, je vous remercie tous et puis je vous dis à bientôt. Salut. À bientôt. Salut. Salut.